Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer un super vélo cargo très puissant pour 3 fois moins cher. Donc quand on parle de transition vers un monde moins carboné, on a l'habitude de classer les actions de décarbonation dans 5 domaines. Le premier, ça va être l'énergie à décarboner. Le second, ça va être l'habitat. Ensuite, vous avez l'alimentation plus soutenable, le transport et enfin les équipements avec les vêtements et la caméra avec laquelle je suis en train de vous filmer. Donc le thème de cette vidéo aujourd'hui, ça va être le transport et notamment un mode de transport qui est très sobre et très efficace, c'est le vélo assistance électrique, notamment le vélo cargo. Alors tout ça c'est très bien, sauf que un vélo cargo aujourd'hui ça coûte une paille. On voit des vélos cargo qui sont à 2500, 3000 euros, 4000 euros. Pour moi c'est complètement en dehors des réalités de ce que l'on peut dépenser de manière raisonnable pour la transition à court terme. Donc une solution que j'essaie d'apporter, c'est de fabriquer ce vélo qui, on va le voir, en fait est un vélo de récupération, un vélo de facteur de la Poste, un vélo fabriqué en France à l'époque, un vélo Gitane, qui est un excellent vélo cargo et qui a été produit en masse pendant des années et des années. Il faut savoir que la Poste en a produit jusqu'à 4000, non, la Gitane ou Euro Vélo en a produit pour la Poste jusqu'à 4500 tous les ans. Donc il y a eu un flux pendant 20 ans, ce vélo, il a plus de 15 ans et pendant les 15 dernières années, donc tous les ans, il y a eu 5000 vélos qui ont été produits et qui ont été réformés. Et ce vélo fait partie de cette flotte de vélos de la Poste. Et donc on va voir pourquoi c'est un excellent vélo et pourquoi ça vaut le coup de le transformer en vélo cargo. Alors je vais pas vraiment faire jouer le suspense, je vais vous annoncer tout de suite ce que j'ai annoncé et combien ça me coûte. Donc ce que j'ai installé, c'est un moteur Bafang sur pédalier d'une puissance de 700 watts et j'ai installé une batterie de 20 ampères heure et les deux m'ont coûté 600 euros. Et quant au vélo, suivant l'état dans lequel on trouve souvent ce genre de vélo pour dans un état roulant et en bon état environ 200 euros, et on peut en trouver jusqu'à 50 euros mais dans des états vraiment assez dégradé, mais de toute façon ça va coûter je dirais une centaine d'euros, plus d'une centaine d'euros pour les remettre en état. Donc globalement il faudra considérer une enveloppe de 200 euros pour avoir le vélo de base et 600 euros de plus pour installer le kit d'électrification. Donc ça fait un vélo cargo à 800 euros. Donc ça reste une somme relativement importante, hein, 800 euros. C'est pas anodin, mais on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur de 2500, 3000 euros comme on peut voir sur les vélos neufs. D'ailleurs ce vélo qui est le vélo de la gamme postale de chez Gitane est régulièrement récupéré par des entreprises qui les reconditionnent pour faire cette opération en fait de vélo électrifié. Sauf que c'est pas du tout le même prix et on est plutôt sur 2500 euros, je crois que c'est 2190 euros pour quasiment le même vélo à peu de choses près. Donc si vous avez les moyens, surtout voilà, ça fait vivre des entreprises qui font de l'insertion sociale ou qui font du recyclage, de l'économie circulaire, c'est très bien. Mais personnellement j'ai pas les moyens de sortir 2000 balles pour un vélo. Donc, si vous êtes comme moi, je vous invite à suivre cette vidéo et potentiellement faire pareil. Allez. Bon, comme vous avez pu le constater, le vélo a subi un petit relooking. Il a plus vraiment la couleur d'un vélo de facteur. Donc j'ai sauté cette étape parce que bon, c'est pas forcément le plus intéressant de cette vidéo, et pour repeindre un vélo, de toute façon il y a déjà plein de tutos qui sont disponibles sur internet. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ici la plupart du temps repeindre un vélo ça se fait à la bombe, et une peinture à la bombe n'aura jamais la qualité d'une peinture cuite au four. Et donc la résistance, même si on fait plusieurs couches de peinture et plusieurs couches de vernis, elle sera toujours beaucoup plus faible. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est surtout de prévoir la bonne peinture avec des bombes d'avance. Comme ça, si vous avez des écorchures, des égratignures, des éclats, des choses comme ça, vous foutez au fur et à mesure des petits coups de peinture et ça se verra pas et ce sera toujours nickel chrome. Pour les couleurs, j'ai choisi un vert d'eau et un gris anthracite qui me plaisent beaucoup. L'avantage quand on a la possibilité de peindre son propre vélo, c'est que on peut vraiment le customiser et faire les couleurs qu'on souhaite. Donc je fais une rapide review de cet excellent vélo.
Et je vais commencer par le dérailleur qui est un dérailleur de moyeu Shimano Nexus 3 et qui donc n'a pas de cassette. L'engrenage se fait à l'intérieur de la roue et par ailleurs c'est un excellent système pour faire le passage de vitesse. Il est réputé plus fiable que les dérailleurs classiques. Ensuite on passe au système de freinage avec à l'avant et à l'arrière un système de freinage à tambour Shimano avec des poignées de frein qui sont de très bonne qualité. Pour les pneumatiques, on a à l'avant comme à l'arrière des pneus Schwalbe Marathon Plus qui acceptent jusqu'à 120 kg par roue et le tout monté sur des bonnes jantes Rigida ZAC 2000. Pour le porte-bagages arrière, on a un énorme porte-bagages rallongé qui accepte jusqu'à 40 kg et à l'avant un énorme porte-caisse super pratique conçu pour les colis qui peut accepter jusqu'à 30 kg. Avec son cadre en aluminium qui peut supporter jusqu'à 180 kg et tous ces éléments réunis, c'est un vélo qui conviendrait tout à fait à Dwayne Johnson. Et d'ailleurs je pense que même si on mettait Dwayne Johnson et Jason Statham sur le vélo, je pense qu'ils broncheraient même pas. Donc là vous voyez tout ce que j'ai reçu dans ma caisse directement chez moi. Il y a énormément de pièces et étonnamment il n'y a pas de notice. Alors c'est une des raisons aussi pour laquelle je fais ce tuto, c'est parce que j'étais un petit peu décontenancé quand j'ai vu ça. Et du coup je vous ai demandé sur Twitter si vous pensiez qu'un tuto de montage pour ce moteur c'était intéressant et vous m'avez répondu majoritairement oui, donc c'est pour ça que je fais ce tuto. Donc je commence par installer le vélo à l'ancienne sur le guidon et la selle. Et là je me rends compte qu'il est vraiment très léger ce vélo, il est tout en aluminium, donc c'est assez cool. Je commence par positionner l'emplacement de la batterie. Je démonte les attaches câbles. Je marque l'emplacement des futurs trous. Je pointe le cadre en aluminium, c'est important. Je perce avec un forêt à étage pour avoir la bonne dimension par rapport aux inserts filetés que je vais installer. Et je vais également faire une accroche avec des rivets pop, comme ça vous verrez les deux techniques. Donc tout d'abord l'insert fileté. Et ensuite la deuxième technique c'est le rivet pop. Je vous avoue que je préfère largement la technique de l'insert fileté. Le rivet pop, pour l'enlever après on est obligé de tout casser. Ça me plaît beaucoup moins, mais bon ça marche, alors je le mets quand même pour l'exemple. Ouais. Gros malin va. Donc je découpe la partie qui dépasse, hein, je ne prends pas la tête, je mets un coup de disqueuse. Et ça passe beaucoup mieux. Je nettoie mes bêtises. Et comme je disais tout à l'heure, on prévoit toujours un petit peu de bombe de rab et hop, on met un petit coup pour faire disparaître tout ça. Ensuite, c'est important, on nettoie bien l'intérieur de la cassette qui va recevoir le moteur. Et on peut installer le dit moteur. Donc il se glisse dans le boîtier. On n'oublie pas de mettre les câbles entre le cadre et le moteur. Et on fait pas comme moi, on n'oublie pas de passer les câbles électriques également, pas uniquement les câbles de frein. Ensuite on installe cette bague avec les dents côté cadre. Il faut que les dents mordent dans le cadre pour pas que le moteur bouge. On installe les petites vis sans les serrer. On passe ensuite la contre-bague avec l'outil qui est fourni et franchement l'outil c'est une grosse daube. Il doit passer au dixième de millimètre près, donc on n'a vraiment pas de jeu, donc c'est pas pratique à installer. Mais on y arrive quand même. Hein. Et la dernière bague de blocage qui se sert également avec l'outil fourni. Là je serre quand même
fortement, fermement, mais pas trop parce que c'est une pièce en aluminium, donc elle est assez fragile. Ensuite on installe le plateau. Donc ici c'est un plateau de 46 dents, je changerai plus tard pour un plateau de 52 dents, parce qu'on verra que au niveau de l'entraînement de la vitesse, après une trentaine de kilomètres, je patine dans la choucroute, donc c'est un petit peu dommage. Bon, normalement on installe les pédales après installer les bras, c'est plus malin. Ensuite on remet la chaîne d'origine et étant donné que le plateau est plus grand que celui d'origine, c'est très logiquement que la chaîne est trop courte. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, on le voit ici, c'est une chaîne toute rouillée qui était sur un vélo qui était vraiment destiné à la casse, que j'ai récupéré, mais comme je ne jette rien, c'est compulsif. Je vais utiliser un dérive chaîne pour récupérer le morceau de chaîne qui m'intéresse. Donc attention, si vous dérivez une chaîne, ne faites pas comme moi ici. Moi ici, j'avais pas besoin du rivet, donc j'ai sorti le rivet complètement. Mais si vous voulez dériver une chaîne pour la remettre ensuite, n'enlevez pas le rivet à fond, laissez-le un petit peu dans son œilleton pour pouvoir le remettre facilement ensuite. Sinon c'est très difficile. Voilà, la chaîne est installée et ça tourne. Ensuite j'installe le capteur de pédalage. Avec son petit aimant sur les rayons, bien en face à quelques millimètres. Ensuite j'installe l'écran et les boutons de commande. J'installe également l'accélérateur de pouce. J'essaie de faire en sorte que tout soit ergonomique pour pouvoir freiner, accélérer pour la commande de pouce comme pour les boutons. J'installe les capteurs de frein, donc moi comme j'ai des bons freins, je trouve que les freins étaient de qualité, donc j'ai choisi l'option adaptation sur frein existant. Sinon ils peuvent vous fournir des freins complets avec des capteurs intégrés. Mais moi je voulais garder ces freins en aluminium. Ensuite pour le raccordement des câbles, c'est une étape qui me faisait un petit peu peur parce qu'on a des câbles dans tous les sens avec des fiches dans tous les sens, mais en fait tout est équipé avec des détrompeurs, donc c'est impossible de se tromper. Juste on a des câbles un petit peu partout, donc il faut faire un petit peu de cable management. Et donc on prend son temps, on commence par le début et petit à petit on regroupe tous les câbles. Donc on voit ce que ça donne. Donc finalement tous les câbles, bon, il y a quelques câbles mais c'est pas, je trouve pas ça horrible et je trouve ça, voilà, ça me va. J'ai également installé une béquille à 10 € sur AliExpress. Elle n'est pas extraordinaire, mais elle fait le travail. Ensuite, j'ai également acheté ce siège pour enfants avec un dosseret qui, sur les images, me paraissait très bien. Alors, au niveau de la finition, c'est vraiment pas terrible. Vous voyez, ça pendouille. Bon, ça bouge un petit peu les vis, mais c'est pas normal. Là, dans le carton, j'ai reçu avec un pet au niveau du dossier. C'est génial, trop bien. Et on voit qu'au niveau des coutures, c'est un peu tendu à la va comme je te pousse. Mais bon, cela dit, c'est quand même assez confortable et mon fils a pas l'air de se plaindre trop de l'assise. C'est fourni avec des cale-pieds qui sont, ma foi, très corrects. Voilà, ça fait le taf. Et c'est également fourni avec un guidon fictif pour que l'enfant puisse s'accrocher. Donc je découpe un petit peu, je fais un petit peu des retouches à droite à gauche là sur les morceaux qui dépassent avec de la cyano et des coups de ciseaux. Ensuite je façonne avec une plaque de contreplaqué, de quoi faire une assise un petit peu plus solide et pour que ce soit bien adapté à mon porte-bagages qui est plus grand que le normal, donc il faut que je l'adapte un petit peu. Donc je casse les angles et je fais des arrondis pour que ce soit esthétique et qu'il n'y ait pas d'écharde. C'est assez satisfaisant de réussir à faire ce qu'on a en tête du premier coup sans faire des coups de ponceuse maladroits.
Donc là vous voyez un homme qui se dit que en fait peindre cette plaque en bois, finalement elle est très bien comme ça, la couleur me plaît bien, donc je vais la garder comme ça. Je perce les emplacements pour installer les sièges. Là j'ai mis que 2 vis, j'aurais pu en mettre 4. J'installe le guidon de tandem. Et voilà le résultat, et franchement je suis super satisfait du résultat. Je trouve que ça fait vraiment vélo électrique pro quoi. Enfin, je trouve que voilà, ça ressemble à ce qu'on peut trouver pour 3000 € chez des professionnels, mis à part peut-être le siège enfant, mais pour allez, 30-40 € de plus, on a des trucs qui sont vraiment beaucoup plus qualitatifs. Mais là pour moi dans l'immédiat ça ira très bien comme ça. Et pour le temps que j'ai passé dessus, à savoir pour la partie moteur j'ai dû passer 3-4 heures en gérant la vidéo. Donc au final un budget de 800 € et quelques heures de travail, moi je trouve que c'est tout à fait honnête. Et donc je suis parfaitement saucé. Également une petite précision au passage, tout le matériel que je vais vous présenter là, hormis ce qui est de la récup et de l'occasion, hein, mais le moteur, la batterie et puis les accessoires, je mettrai tous les liens dans la description. Donc c'est du matériel que j'ai acheté avec mes propres sous, mais par contre je mets des liens qui sont affiliés, donc si vous allez ne serait-ce que consulter le matériel, ça m'emportera un petit peu de menu monnaie pour qui sait un jour pouvoir changer d'ordinateur et ne plus travailler avec un ordinateur en bois. Bon allez c'est parti, donc là on va faire un petit essai sur route. Bon il fait un temps pourri, bon j'espère que ça va aller, mais bon je pense que ça va aller. Et on va voir ce que ça donne en conditions réelles. Donc on va commencer par allumer. Hello. Et voilà. Donc là je suis en position 1. Bon j'ai déjà fait un essai, donc je sais que pour démarrer c'est mieux de partir en position 2. Voilà. Alors, je vais voir si je peux conduire d'une main, normalement ça devrait le faire. Et c'est parti. Hop. Voilà, donc en position 2, là je suis parti. Je suis en une petite côte là. Donc là je suis en position 3. Donc ça correspond à peu près ouais, voilà, à 25 km/h à peu près. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Position 3 à 25 km/h. Bah, c'est tout à fait ce qu'il faut, franchement ça part tout seul. Là j'ai une petite route où je sais que il y a personne, je vais attendre un petit peu de passer ce virage. Et je vais essayer de faire une petite accélération pour voir ce qu'il a dans le ventre. Bonne visibilité, je suis à côté de chez moi, je sais que c'est une route, il n'y a jamais personne. Je passe à 9. Mon plateau est trop petit, j'ai vite tendance à pédaler dans la semoule dès que j'arrive à 40, même à 35 km/h. Donc en fait dès que ça arrive à 35 km/h je peux plus pédaler, donc c'est pour ça que je vais sûrement revoir le plateau, voir un plateau un peu plus grand, parce que là ça va pas. Donc je repasse en frontal et là sans pédaler je suis à 28, en fait là je suis en position 9 et 3ème vitesse. Et dès que je pédale un petit peu, hop, je pars dans la semoule, là je suis à 35, je peux plus pédaler parce qu'en fait ça va trop vite. Hop, un petit demi-tour. Hop, bon j'ai pas de GoPro hein. Et on part. Donc là je suis en position 3. Il y a une petite côte là. Et ça me met 300 watts d'aide. Et dès que j'arrive sur le plat, bah, j'arrive directement à 25 km/h avec 100 watts d'aide. Donc
Donc là franchement c'est ce qu'il faut, hein. C'est ce qu'il faut, c'est exactement ça qui... C'est exactement ça qu'il fallait. Bon, du coup la puissance est un peu forte, mais je sais que si j'en ai besoin, que j'ai une grosse côte à passer, bah ça va pas je vais pas me rester bloqué en bas de la côte ou à devoir forcer comme un débile sur les jambes et arriver tout en sueur. Donc je vais attaquer la côte là qui est ici là, qui est une des côtes les plus fortes que je connaisse. Elle est à 15%. Bon, pour les cyclistes ça doit leur parler un petit peu. Une côte à 15% c'est déjà une belle côte, surtout pour mon gabarit avec l'engin que j'ai là. Ben on va essayer. Allez, je vais me mettre en position 9. Sur la route. Pas de voiture. Ah, allez, c'est parti. Putain, ça grimpe. Je suis à 17 km/h. 17 km/h. Déjà en haut de la pente. Je vais manger, mais direct. Ça grimpe aux arbres. Ça putain de grimpe aux arbres. Bon, bah, je suis arrivé. Bon, bah je suis arrivé en haut de la pente, hein. Ça m'a pris 10 secondes, je sais pas, sur la vidéo, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais vraiment que dalle. Et c'est une pente qui est, on a vraiment du mal à la faire un peu à pied. Et ça se fait tout seul, quoi. Ça se fait tout seul, ça grimpe aux arbres. J'étais même pas à fond. Le vélo il avance en pédalant, ça avance, quoi. J'étais à 17 km/h. J'ai même pas eu besoin de passer la première vitesse. C'est le résultat que j'attendais, c'est ce que je voulais. Un vélo qui puisse porter mon gabarit sur des côtes comme ça. Ça marche, voilà. Et je suis quand même assez habitué à rouler en vélo électrique. Au travail, j'ai un vélo moustache avec un moteur Bosch de 250 watts. Je monte pas les pentes comme ça, hein. C'est marrant. Pourtant le vélo il coûte 2200 balles, mais c'est pas le même gabarit, on joue pas dans la même cour. Et là clairement avec le moteur de 250 watts, j'aurais pas pu monter ça, en tout cas pas à cette vitesse, je pense que j'aurais dû vraiment beaucoup pousser et je serais arrivé beaucoup plus essoufflé en haut. Là c'est pas le cas du tout. Je suis essoufflé simplement parce que j'ai mouliné et que rien que de mouliner même à blanc ça me fait potentiellement un peu souffler. Mais je suis vraiment super content, c'est nickel, voilà. Bon voilà, en conclusion de cette vidéo, vous avez vu que je suis très satisfait de ma bécane. J'ai vraiment pas grand chose à y reprocher, peut-être la béquille qui est pas terrible. Mais bon, elle vaut 10 balles, hein. J'attire votre attention sur le fait que personnellement j'ai installé un moteur de 750 watts, ce qui donc pour la route, la voie publique n'est pas homologué. L'opération est néanmoins faisable si vous prenez le même moteur en 250 watts pour être dans la légalité la plus complète. Et j'attire aussi votre attention sur le fait que il y a, je trouve, une certaine discrimination à brider la puissance des moteurs de vélo électrique à 250 watts parce que 250 watts c'est très bien pour quelqu'un qui est jeune sportif, svelte ou ce qu'on veut, mais pour quelqu'un qui est déjà un modèle surclassé on va dire, ou une personne qui est plus âgée, il y a une certaine discrimination à être bridé à 250 watts. Moi si j'ai un vélo à 250 watts, il y a plein de routes que je ne peux pas prendre et des situations qui vont être plus dangereuses qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai installé ce moteur de 750 watts sur mon vélo cargo. D'ailleurs c'est un vélo cargo. Le fait même que un vélo cargo soit bridé à 250 watts comme une trottinette va être bridée à 250 watts, c'est complètement débile. On n'est pas sur les mêmes usages, les mêmes besoins. Qu'il y ait un bridage sur la vitesse à 25 km/h, ça me paraît tout à fait cohérent et tout à fait juste, mais brider la puissance du moteur, je vois pas l'intérêt.
Donc si jamais un député passe par là et aurait la brillante idée de faire une législation différente et de modifier la loi, je sais qu'il y a des députés qui me suivent, j'ai eu des retours dans ce sens. Mais dites-vous bien que 250 watts pour un vélo cargo, on va porter 2-3 enfants ou des grosses charges, ça marche pas, ça vole pas. Et si on veut engager une transition vers des modes de déplacement plus doux, plus sobres, plus efficaces, si on est bridé par 250 watts pour le moteur d'un véhicule efficace, efficient, ça marche pas. Donc c'est pour ça que je me suis mis exprès devant, bon c'est pas ma voiture, c'est la voiture de ma femme, mais devant la voiture thermique de ma femme. Moi normalement ici j'ai ma voiture électrique, ma Zoé, mais au bout de 100 000 km elle a son premier petit souci à réparer, bon ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que si on n'adapte pas les bonnes puissances, les bonnes réglementations aux bons usages, ben, on n'aura pas le choix que de garder des véhicules thermiques pour certains usages, notamment pour les personnes qui ont des problèmes moteurs. Hein, et c'est faire du validisme que de garder ce dogme à 250 watts et d'interdire de adapter la puissance aux bons besoins. C'est discriminant pour les gens qui ont besoin de plus. On n'a pas tous la chance d'être forcément très bien portants. Et pourquoi c'est uniquement les personnes qui seraient bien portantes qui auraient le droit de se déplacer en vélo avec une assistance électrique à 250 watts. C'est pas comme ça qu'on ira dans la bonne direction. Donc j'espère que ce plafond de 250 watts sera brisé, mais quand je vois la teneur des discussions et les problèmes que ça peut poser, notamment en ville, j'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour. Mais pensez bien que pour nous autres à la campagne, si on n'a pas de véhicules adaptés, bah les véhicules thermiques ça restera hélas toujours la norme, et c'est pas forcément ce que moi je souhaite en tout cas. Bon, sur cette note en demi-teinte, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à la prochaine. Salut!